La mission de négociation pour l'hôpital de Cayenne est lancée depuis ce matin à l'ARS. C'est aussi le lieu choisi par les 500 frères pour revenir sur les interpellations d'hier. Olivier Goudet a précisé les conditions de son arrestation et de sa garde à vue. Vous l'entendrez dans ce journal. Marcher pour être en bonne santé, c'était l'objectif de la balade de quelques collégiens et écoliers de Matoury ce matin dans le cadre de leur projet de chrononutrition, un programme alimentaire et sportif pointu qu'ils suivent depuis septembre dernier. Et puis, les professeurs préparent déjà la rentrée prochaine. Ils avaient rendez-vous aujourd'hui à l'Ancre pour la 33e édition du Salon des éditeurs scolaires. Une quinzaine de stands pour choisir ses propres manuels. Bonsoir Gilles, bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Ils étaient attendus de pied ferme en ce 73e jour de mobilisation. Pierre Lestéven et Dominique Noiret ont entamé les négociations avec les grévistes de l'UTG Santé aujourd'hui. L'ancien administrateur provisoire de l'hôpital de Cayenne et le haut fonctionnaire des hôpitaux de Paris se sont installés à la table des négociations dans un climat plutôt apaisé malgré les récents coups de tonnerre sociaux. Les choses semblent bien avancées. Nous entendrons dans quelques instants une représentante syndicale, mais pour l'instant poursuivons avec cette autre mobilisation, Gilles. Et pendant ce temps, les 500 frères et Trop Violence ont tenu un point presse à midi devant les locaux de l'ARS où se déroulent les négociations. Et tout à fait, Olivier Goudet tenait à exprimer au lendemain de son arrestation son mécontentement. On rappelle qu'un barrage avait été installé tôt hier devant l'hôtel des impôts, que la situation s'est envenimée lors de l'intervention des forces de l'ordre et que 5 membres des 2 associations ont été arrêtés, interpellés lui aussi et gardés à vue pendant plus de 6 heures. Le meneur des 500 frères et de Trop Violence se dit indigné. Il raconte les événements au micro de Jonathan Larieux. Nous étions au nombre de 5. Tout simplement parce que nous avions défini cette stratégie de la non-violence. De la non-violence contre le bâtiment, également contre les forces de l'ordre. Les chefs de la police sont arrivés. J'ai fait 3 pas pour discuter avec le commissaire qui lui m'a dit « Monsieur Goudet, veuillez enlever votre véhicule et cela va bien se passer. » Donc j'ai fait un de nos frères bouger le véhicule et là l'autre commissaire s'est interposé, il a dit que le véhicule n'irait nulle part, qu'il en avait marre, qu'il en avait assez de nous et qu'aujourd'hui qu'il allait nous interpeller, nous mettre en garde à vue et nous mettre en examen. Vu ce qui s'est passé hier, l'État malheureusement a préféré le rapport de force. Nous sommes aujourd'hui dans la première sommation. Le jour que nous allons passer à la 2e sommation, ça sera autre chose. C'est à cette occasion que les journalistes de France-Guyane ont eux aussi fait le point sur leur situation. Et oui, vous le savez, nos confrères du groupe France Antilles attendent toujours d'être fixés sur leur sort. La dernière audience des 2 repreneurs potentiels s'est tenue hier à Fort-de-France. Le verdict est attendu la semaine prochaine. En attendant, les salaires du mois de mai n'ont pas été versés. Une situation pesante pour les employés et qui pourrait même mettre en péril les prochaines sorties de l'unique quotidien papier de Guyane. On écoute à ce propos le rédacteur en chef adjoint au micro de Jonathan Larieux. S'agissant de la session judiciaire, le calendrier suit normalement avec une audience qui a bien eu lieu hier au tribunal de commerce de Fort-de-France et une décision qui sera prise le 13 juin quant au choix du repreneur. En revanche, la difficulté qui se présente actuellement à France-Guyane, c'est que les salaires du mois de mai n'ont pas encore été payés. Ça concerne, selon nos calculs, 24 salariés à la rédaction, à l'imprimerie et dans les services généraux. Alors pour le mois de mai, la situation est un petit peu particulière, c'est-à-dire que les 10 premiers jours du mois nous ont été payés par les AGS, donc qui garantissent une assurance qui garantit les salaires des salariés dans ces situations-là. Les 21 autres jours doivent être réglés par la société actuellement en liquidation. La direction nous a annoncé avoir effectué les virements vendredi. À l'heure qu'il est aujourd'hui mercredi, les salariés de Guyane n'ont toujours rien touché, alors que dans le même temps, les salariés de Martinique et de Guadeloupe, eux, ont bien touché leur salaire. Pour l'instant, effectivement, une partie des salariés sont sur leur poste de travail, mais n'ont pas démarré l'activité. Donc il y a effectivement un doute à l'heure qu'il est, aujourd'hui à midi, sur la possibilité de sortir le journal de demain.
Quelques mots sur ce drame. Un adolescent de 16 ans a été abattu d'une balle en pleine tête hier soir alors qu'il rentrait à son domicile, cité Témire, à Cayenne. Oui, 2 individus ont été vus prenant la fuite. Aucune indication pour l'instant sur le motif du meurtre. Ce que l'on sait pour l'instant, c'est que ce jeune garçon était en classe de première au lycée Anne-Marie Javoué. Il devait passer les premières épreuves du bac cet après-midi. Son décès a été déclaré la nuit dernière à l'hôpital de Cayenne. Les accords d'augmentation des salaires pour les agents du BTP sont signés ce soir après de longues négociations. Aujourd'hui ainsi, les 3 corps de métier du BTP, à savoir les ouvriers, les agents de maîtrise technique et les cadres pourront en bénéficier. Une validation qui devra toutefois se faire également au niveau national pour appliquer cette décision. Écoutez plutôt les précisions recueillies par Charlotte Fleury. Ce sont des négociations qui durent depuis maintenant facilement 4-5 ans, de façon intensive je veux dire. Sinon au préalable il y en avait déjà. Mes prédécesseurs étaient déjà au table de discussion à la CFTC. Nous, la CFTC, on a fait une contre-proposition au corps patronal et à l'affaire BTP avec des éléments chiffrés, chiffrés sur la base nationale, base des DOM, ce qu'a sorti notre fédération, la fédération du BTP CFTC nationale. Et ça a permis justement d'avoir une base de discussion et de faire passer le message que oui, il y a peut-être une reprise en vue, il faut aussi penser et encourager à la profession et attirer notamment les jeunes et les moins jeunes dans cette profession-là. Elles ont habitué avec l'augmentation en fait, des salaires, des plus bas salaires, notamment dans la classe ouvrière du BTP, ce qui n'est pas anodin, et souvent les oubliés. Les états également, donc agents de maîtrise et autres. Et puis enfin les cadres également qui ont suivi un petit peu une petite augmentation, puisque on ne peut pas oublier en fait toute la classe. La première augmentation était déjà intéressante, notamment au niveau des paniers et tout. On est au taquet, ça faut le noter quand même. La branche du BTP a accepté d'aller au taquet de ce que permet la loi aujourd'hui à ce niveau-là. Et puis l'augmentation elle est surtout intéressante parce qu'on touche vraiment les 3 corps de métiers présents dans cette branche. Elle est intéressante sincèrement, surtout par rapport à la situation économique du territoire et en perspective des 3 prochaines années. Parce que nous ne sommes pas bien sûr arrêtés à une seule année. Direction Paris à J-4 avant le premier tour des élections législatives. L'heure est donc au dernier préparatif, rencontre avec les citoyens et séance de tractage. Oui, et parmi les candidats des 31 circonscriptions de la capitale, quelques Antillais. Solène Boissier est partie à la rencontre de 3 d'entre eux, tous issus de familles politiques différentes. Ils ont tout de même un objectif commun, représenter leur territoire et leurs intérêts au sein de l'hémicycle parlementaire. Reportage. On se rejoint à 18h30 au 140 après la diff et moi je vais avec les camarades distribuer les tracts. Dernier point d'organisation pour celle qu'on ne présente plus. Ancienne ministre des Outre-mer et conseillère à la mairie du 20e arrondissement de Paris. À 69 ans, Georges-Paul Angevin compte bien sur son expérience politique pour glaner un 3e mandat de député. Elle n'a pas d'adversaire en marche pour cette élection, mais son parti n'a séduit que 14% des électeurs de sa circonscription au présidentiel. Aujourd'hui, il y a une image du Parti socialiste qui est très dégradée. Donc ça ne nous aide pas dans la campagne, ça c'est sûr. Et sur le terrain, la Pointoise fait face à une autre difficulté, la multiplication de ses adversaires. Pour cette élection, ils sont 21 à tracter sur les trottoirs, de quoi lasser les électeurs. Ça fait déjà 6 mois que les gens ont des tracts, donc ils commencent à être un peu fatigués. L'expérience, elle ne l'a pas, et c'est justement son argument. À seulement 28 ans, Somalia Barrow a une vie bien remplie, entrepreneur, styliste et femme politique. Pour sa première campagne, son QG, c'est l'appartement d'un des militants d'un mouvement de jeunes. Les moyens ne sont pas les mêmes, mais cette foyalaise d'origine compte bien peser dans la balance face à 2 poids lourds de la politique. Le secrétaire général du PS et député sortant Jean-Christophe Cambadélis et Mounir Majoubi, secrétaire d'État au numérique d'Emmanuel Macron. On essaie de promouvoir justement une forme plus démocratique de la politique, considérant que les partis ne devraient pas être les seuls détenteurs finalement de la décision politique. Le premier défi, c'est d'apprendre à se faire connaître sur le terrain, localement, en allant à la rencontre des gens, en faisant du tractage, en faisant du porte-à-porte. Et justement, c'est parti pour une séance de tractage à la rencontre des habitants du 19e. Avec sa petite équipe, elle interpelle les électeurs pour sensibiliser sur le rôle de député encore méconnu, mais surtout faire connaître son mouvement. Bonjour monsieur, je peux vous laisser une information pour les élections législatives. Je suis candidate dans le 19e avec un mouvement citoyen. À quelques kilomètres de là, ce n'est pas la même recette.
Tous les ingrédients d'une bonne campagne sont réunis pour Babette de Rosière, un QG bien visible à Paris et une chef de groupe active et motivée. Aujourd'hui, on va distribuer les programmes. Pourtant, la célèbre chef cuisinier subit des menaces et des intimidations depuis plusieurs semaines. On a mal, allez, cassez-vous. Ah, tu as vu? Je gêne, je fais peur. Mais je sais pas, parce que je suis sur le terrain, moi je lâche rien. Car cette circonscription est un fief historique de la gauche, mais elle ne se laisse pas déstabiliser et au contraire... C'est quelque chose qui nous renforce. Et ça nous donne plus de volonté pour aller sur le terrain. Le premier scrutin se déroulera le 11 juin prochain en Hexagone et le 10 aux Antilles et en Guyane. En Outre-mer, le nombre de participants a battu un record avec 345 candidats pour 27 sièges à l'Assemblée. C'est tout un programme santé rigoureux que ces jeunes suivent depuis la rentrée 2016. Ce matin, des classes du collège La Canopée et de l'école élémentaire Barbadine ont effectué la marche de Matoury dans le cadre de la 2e édition projet de chrono-nutrition. Oui, tout à fait. L'objectif est d'apprendre à bien manger et aux bonnes heures, mais aussi de pratiquer des activités sportives pour être en bonne santé. Charlotte Fleury leur a emboîté le pas. Regardez. 3, 2, 1, 0. Top départ. Les élèves de 6e du collège La Canopée à Matoury sont lancés pour plus de 4 km, soit plus de 1 heure de marche pour faire le tour de la ville. En chemin, les collégiens seront rejoints par une classe de CM2 de la Barbadine. Cette marche est l'aboutissement de 6 mois de travail des élèves sur la chrononutrition. Un peu plus loin de la rentrée, on nous a proposé de faire de la chrononutrition, notre professeur principal, et nous on a accepté. En fait, la chrononutrition, ça nous permet de se sentir bien dans notre corps. Très intéressant, ça nous apprend de manger de tout, mais au bon moment, chrononutrition. On va faire partager notre projet au CM2 et ils vont venir marcher avec nous. On va faire le tour de Matoury. C'est la 2e édition de ce projet de chrononutrition, lancé par l'une des infirmières du collège, chrono-experte en nutrition. Le travail a été fait sur la nutrition. Donc pendant 6 mois, les élèves ont appris à se nourrir correctement, à équilibrer leur alimentation et à penser à la prévention des maladies métaboliques qu'on retrouve le plus souvent en Guyane, l'hypertension, le diabète et le cholestérol. Ils ont eu à concrétiser cet apprentissage par un petit déjeuner qu'ils ont concocté, réalisé eux-mêmes, accompagné d'une matinée sportive. Et aujourd'hui, en fait, les 2 établissements vont se rejoindre pour une marche salutaire, juste pour dire en fait qu'on est d'accord qu'il faut améliorer son alimentation et qu'il faut toujours être en activité pour éviter les problèmes de santé du type obésité, maladies cardiovasculaires et diabète, cholestérol et autres. Donc c'est surtout dans ce but-là. Ils sont sensibilisés et ils savent qu'en allant faire les courses, il faut choisir les bons éléments et améliorer en tout cas ce qu'il y a dans leur assiette. Ce projet qui met en avant la chrononutrition et l'activité physique devrait être renouvelé chaque année. C'est lancé, ça doit être une habitude, voilà, ça doit être un rendez-vous chaque année pour le collège et les écoles d'apprendre à se nourrir correctement et puis mettre en avant l'activité physique. C'est très important pour ces élèves puisque vous savez bien qu'au niveau culturel, beaucoup d'élèves arrivent le matin au collège sans avoir mangé, sans avoir pris un petit déjeuner et le peu d'élèves qui prennent un petit déjeuner, c'est un déjeuner pas équilibré. Et un élève qui n'a pas mangé le matin ne peut pas travailler dans l'établissement jusqu'à de 7h30 jusqu'à 12h30. Après cette marche, place à une séance de jeux sportifs pour ces élèves, suivie d'un déjeuner chrononutrition. Des activités sportives pour réduire les risques de pathologies telles que le diabète, une maladie qui concerne près de 4 millions de Français et plus meurtrière que les accidents de la route. La 6e édition de la Semaine nationale consacrée au diabète se déroule en ce moment. Plusieurs rendez-vous sont programmés jusqu'à lundi prochain pour sensibiliser la population à cette maladie qui toucherait 8 Guyanais sur 100. En Martinique, aujourd'hui, c'est à Saint-Joseph que les professionnels de santé ont mené une vaste opération de dépistage. Reportage signé Johan Boulard. Alors vous allez me passer votre pied. Vous sentez? Oui, je ressens. Donc je vais vous l'appliquer sous le pied. Vous allez fermer les yeux et me dire exactement où j'applique le monofilament sous votre Test de sensibilité pour Rosemary. Ce matin, elle est convoquée dans le cadre de la Semaine nationale de prévention du diabète. Voilà 19 ans que la maladie lui a été diagnostiquée. Elle a dû apprendre à vivre avec. J'ai été faire une prise de sang
et que le médecin m'a dit que je suis diabétique de type 2. Dès qu'on prend ces médicaments et puis un repas équilibré le soir, le midi, on se trouve assez bien avec le diabète. On peut s'organiser assez bien. Et même se permettre un petit écart de temps à autre. Ces jours-ci, je mange le mango. Ça augmente beaucoup. Je suis présente sur le stand pour faire le dépistage de la neuropathie diabétique. C'est la perte de sensibilité sous les pieds qui est due au diabète. Donc c'est un test qui est réalisé à l'aide d'un monofilament qui va être appliqué sur différentes zones du pied et qui va permettre de détecter si le patient a perdu ou pas de la sensibilité à cause du diabète. Donc aujourd'hui, on va essentiellement faire de la prévention, surtout pour la neuropathie diabétique, ce qui va permettre de prévenir les complications du pied diabétique, qui sont essentiellement les amputations. Pas de piqué systématique donc, mais un test oral joint à celui de la sensibilité, basé sur un système de points. Il évalue le risque encouru pour les 10 prochaines années. Sur place également, la Sécurité sociale profite de l'occasion pour présenter son dispositif national. La plateforme Sophia Diabète est conçue pour assurer un suivi pour les patients diabétiques. Les infirmières conseillères en santé vont discuter essentiellement des complications et donc les inciter à faire leurs examens de suivi, examens biologiques, sanguins, urinaires et puis tous les suivis nécessaires prescrits par le médecin traitant. En Martinique, on dénombre environ 29 000 diabétiques connus, soit une prévalence de 9,2%. Un chiffre qui diminue de moitié dans l'Hexagone. Le sport, l'hygiène alimentaire et le dépistage restent les meilleurs moyens de se prémunir contre la maladie. Retour en Guyane et on s'intéresse à présent à la 33e édition du Salon des éditeurs scolaires. Le salon s'est déroulé toute la journée dans le hall de l'EPCC Les Trois Fleuves à Cayenne. Une quinzaine d'éditeurs de Guyane et de l'Hexagone ont occupé les différents stands. L'occasion pour les enseignants de sélectionner ensemble les manuels de classe qu'ils utiliseront l'année prochaine dans les premiers et seconds degrés. Ayodélé Gerba. Sur ces stands d'exposition, le jeu de l'offre et de la demande. Les éditeurs, face aux enseignants des premiers et seconds degrés, vantent les qualités pédagogiques des ouvrages qu'ils commercialisent. Ils veulent que ce soit à la fois pédagogique et ludique, qu'il y ait un intérêt évidemment par rapport à ce qu'ils étudient en classe. Donc nous, on leur apporte des thèmes particuliers qui peuvent étudier des valeurs qu'ils peuvent apporter aux enfants. C'est très très important de venir dans tous les départements, toutes les régions du monde, pour pouvoir échanger avec les enseignants, comprendre leurs attentes, leur proposer nos nouveautés. Des nouveautés qui pour la plupart sont offertes gratuitement aux professionnels de l'enseignement. Ici, les professeurs sont rois. C'est au feeling, je regarde la matière, la notion que je veux travailler et je vois en fait ce qui est mieux, ce qui me paraît le plus abordable par rapport aux enfants. C'est l'approche de l'éditeur. Et après, c'est en fonction des difficultés des exercices. Quelques auteurs se prêtent à l'exercice de la critique directe. Claudine Janté a publié cette année 2 ouvrages documentaires sur les mammifères et animaux domestiques de Guyane. Je suis intéressée par les critiques, qu'elles soient positives ou moins positives, de ceux qui les utilisent, que ce soit les parents, que ce soit les enfants eux-mêmes d'ailleurs, puisque j'ai eu des retours de certains enfants, ou les professeurs des écoles, comme ce fut le cas aujourd'hui. Le Salon des éditeurs en est aujourd'hui à sa 33e édition. Cette année, une quinzaine de maisons sont représentées sous la houlette du réseau de création et d'accompagnement pédagogique Canopée. Une sorte de pré-rentrée pour les enseignants et les parents d'élèves. On va vraiment permettre aux enseignants de venir avec leurs enfants, aux parents de venir découvrir ce que l'école a à leur amener pour l'année prochaine et aux enfants d'être intéressés par nos productions. Donc, quand je dis nos productions, ce sont les productions de tous les éditeurs présents. Également, pour peut-être s'avancer sur ce qu'ils vont apprendre l'année prochaine. Le Salon des éditeurs, c'est aussi la présentation de nouvelles formes d'apprentissage. L'année prochaine, cette association souhaite proposer aux écoles des spectacles vivants pour rapprocher le monde du silence de celui des entendants. Petit escargot porte sur son dos. Notre association en fait, a pour but de travailler en théâtre, langue des signes et autres arts. Voilà, c'est ça l'idée de trouver des angles d'approche pour que les deux publics, c'est-à-dire entendants et malentendants, puissent assister ensemble
dans une même salle, sur une même scène, à un même spectacle. Il sort sa tête. Revenons tout de suite sur cette information. Ils étaient attendus de pied ferme en ce 73e jour de mobilisation. Pierre Lestéven et Dominique Noiret ont entamé les discussions avec les grévistes de l'UTG Santé aujourd'hui. L'ancien administrateur provisoire de l'hôpital de Cayenne et le haut fonctionnaire des hôpitaux de Paris se sont installés à la table des négociations dans un climat plutôt apaisé malgré les récents coups de tonnerre sociaux. Les choses semblent bien avancées. C'est en tout cas l'observation du syndicat UTG Santé après une journée de travail axée surtout sur la question de l'emploi. Écoutez plutôt les précisions recueillies sur place par Caroline Elcide. C'est une première journée de négociation qui a été très sereine, qui nous a permis aujourd'hui de voir que, en termes de revendications, nous étions dans le vrai. Nous avons pu obtenir de la direction le tableau des effectifs cibles, en tout cas, de l'établissement, ce que nous réclamions depuis vraiment très longtemps, pour les plus anciens depuis 30 ans. On avance, lentement, doucement, mais je le pense sûrement qu'on a en face des personnes qui sont à l'écoute, des personnes qui ont réalisé quand même des expertises ici dans l'établissement, donc qui connaissent l'établissement. Donc on a eu le rapport de M. Lestéven, M. Noiret avait déjà fait une expertise sur la direction des ressources humaines, donc on est au même niveau d'information, on va dire, et on essaye bout à bout de pouvoir retrouver les informations, puisque c'est un travail assez important, assez conséquent, puisqu'on a pris un important retard sur ce qui est des effectifs, sur ce qui est de l'évolution de l'établissement en termes d'effectifs. En fonction des réponses qui nous seront apportées en face, donc on verra comment ça va avancer. Là, on ne peut vraiment pas, vu que rien que pour les effectifs, qui sont une partie de notre tableau de revendication, on a pris une journée et ce n'est pas fini. Donc on ne peut pas aujourd'hui dire que ça va durer 2 jours, ça va durer 3 jours, une semaine. Un entretien signé Jonathan Lariot. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres, Kessie. La mission donc de négociation pour l'hôpital de Cayenne est lancée depuis ce matin à l'ARS et les choses semblent avancer. C'est aussi le lieu choisi par les 500 frères pour revenir sur les interpellations d'hier. Olivier Goudet a précisé les conditions de son arrestation et de sa garde à vue. Marcher pour être en bonne santé, c'était l'objectif de la balade de quelques collégiens et écoliers de Matoury ce matin dans le cadre de leur projet de chrononutrition, un programme alimentaire et sportif pointu qu'ils suivent depuis septembre dernier. Et puis les professeurs préparent déjà la rentrée prochaine. Ils avaient rendez-vous aujourd'hui à l'Ancre pour la 33e édition du Salon des éditeurs scolaires. Une quinzaine de stands d'ici et d'ailleurs pour sélectionner ses propres manuels. Merci d'avoir été avec nous. Vous aurez remarqué la présence de Gilles Vernet ce soir pour annoncer votre émission politique, Gilles. Oui, en fait, je suis là parce que c'est votre anniversaire, Kessie. C'est uniquement pour ça que je suis là. Donc, joyeux anniversaire. Merci. Et voilà, c'est tout. Non, effectivement. Tout à l'heure, on va se retrouver avec Farouk Kamri pour le 2e débat des législatives. Ça s'appelle Réponse, bien sûr. Et ça sera l'heure des candidats de la 2e circonscription. 2 débats, donc. Le premier avec 4 candidats et le deuxième également. Alors, 4 ou 3. Peut-être une surprise. Vous verrez ça tout à l'heure. À voir juste après le 20h de TF1. Restez connectés sur ATV. Bonne soirée. À tout à l'heure.